et à Friedrich Peter qui vont vous parler et raconter les itinéraires des frères Rosenthal, deux enfants juifs de la ville de Kehl, la ville frontalière. Bon, je vais juste expliquer quelque chose aux élèves d'abord. Ah, pardon. Je vais juste expliquer quelque chose aux élèves d'abord, comme ils ne connaissent pas. Vous voyez des tableaux qui sont posés en bas dans l'hémicycle. Alors peut-être vous expliquer juste deux des tableaux et après on commence à vous raconter l'histoire, Friedrich et moi, sur des portraits. Dans tous les tableaux, vous voyez que sont représentés des enfants et des chiffres. Donc si vous regardez aussi dans les portraits, je vous les expliquerai après, mais il y a aussi des chiffres. Donc, je vais commencer par vous expliquer les deux tableaux qui sont en bas. Le petit tableau, le petit portrait, c'est le mari de Carol Reich. Le petit portrait, c'est Claude Lévy, dont la fondation porte le nom, qui a été enfant caché. Les deux tableaux, alors je ne sais plus lequel est d'un côté et de l'autre, je crois que celui-là c'est Janusz Korczak à droite. Donc là, c'est Janusz Korczak. Donc, en fait, je vous l'explique par rapport justement à la question des enfants cachés. C'est deux orphelinats, un en Pologne et l'autre, c'est un orphelinat dans la région parisienne, à Saint-Mandé, qui s'appelle l'orphelinat Grandville. Alors, le tableau de Janusz Korczak, c'était un orphelinat qui se trouvait à Varsovie, dans le ghetto de Varsovie. Janusz Korczak était un pédagogue qui avait s'occupait de deux orphelinats, un orphelinat pour des enfants non juifs et un orphelinat pour les enfants juifs. L'orphelinat des enfants juifs a été dénoncé et est parti. Tous les enfants ont été emportés vers un camp d'extermination, ont été gazés. Et Janusz Korczak, qui était le pédagogue et qui était le directeur du lieu, on lui a proposé d'avoir la vie sauve et il n'a pas accepté. Et il a décidé d'accompagner les enfants jusque dans les fours crématoires. Donc ça, c'est le destin de Janusz Korczak. Donc on voit les enfants avec lui. Et derrière les numéros, ça symbolise le four crématoire. L'autre tableau, c'est la maison Grandville à Saint-Mandé. Je l'ai ramené parce que ce matin, on a entendu Charles Wasserstein qui a parlé. Et j'ai fait une exposition à Saint-Mandé où Charles m'avait invité. Et du coup, j'ai fait ce tableau-là à l'époque. Alors, il faut savoir que la photographie dont on parle là, c'est une photographie hyper connue, qui symbolise le destin des enfants juifs pendant la dernière guerre. On le trouve dans tous les livres d'histoire. C'est vraiment une photo qui a été réutilisée X fois dans les documents. Mais en réalité, l'origine de cette photo, c'est vraiment une histoire très très précise. C'est pas une histoire générale. C'est vraiment la maison Grandville, qui était une maison de Lozé, dont on vous a parlé plusieurs fois. Et cette maison de Lozé, on y plaçait les enfants, donc c'était que des jeunes filles. Et au fur et à mesure, quand il y avait un attentat du maquis, des résistants contre un lieu, les nazis venaient à ce moment-là chercher les enfants des maisons d'enfants où on les avait placés. Et au lieu d'être sauvés, c'était des enfants qui à ce moment-là allaient être exterminés en représailles de ce qui s'était passé. Et dans la maison Grandville, il y avait 19 jeunes filles qui ce jour-là ont été déportées. Il n'y en avait qu'une qui n'a pas été déportée parce qu'elle était en Angleterre. Elle a, sans doute avec ce qu'on vous expliquera tout à l'heure, un Kinder Transport, mais je vous l'expliquerai après. Et la personne qui est à côté adulte, donc vous voyez le tableau, en fait c'est comme une photo de classe. À la seule différence, c'est qu'ils ont tous des étoiles jaunes. Donc c'était symboliquement, ça voulait vraiment montrer comme une photo de classe. Et la directrice qui s'en occupait, exactement comme pour Janusz Korczak, on lui a proposé d'avoir la vie sauve. Elle s'appelait Thérèse Cahen et elle n'a pas accepté. Elle est partie avec les enfants et ils ont été gazés. Ça, c'était juste pour placer ces deux tableaux et qui renvoient à toutes ces maisons d'enfants où beaucoup d'enfants cachés ont été cachés dans ces maisons de Lozé. Maintenant, on va parler de ce pourquoi on est venu. Le micro, je mets le micro. Oui. Merci. Ouais, je mets ça ici. Permettez-moi une petite phrase. Je suis très très heureux et très content de pouvoir d'avoir rencontré Marie Thelot et
son mari Gabi, car on parle maintenant de Nicolas Rosenthal, et elle avait des contacts avec lui lorsqu'il était encore vivant. Et puis un de ses livres, j'ose le dire, a eu d'énergie ou d'informations de lui. Alors, merci d'être venu à Strasbourg, Marie. Jetons un œil sur l'Allemagne, non pas sur l'Allemagne entière, seulement sur la petite ville de Kehl, voisine de Strasbourg. Nous, Francine et moi, vous présentons l'histoire dramatique d'une famille déchirée par les nazis, de fils ou de frères au destin différent, mais qui survécurent tous deux à la Shoah. Les Rosenthal vivaient à Kehl depuis 1926. Le père, le docteur Karl Rosenthal, né à Freiburg, descendant de deux familles juives allemandes établies de longue date, était médecin généraliste. Son épouse Olga, née à Rastatt, était le pilier de la famille, très instruite. Elle a poursuivi des études d'histoire à Berlin. Les Rosenthal se considèrent complètement assimilés. Olga jouait du violon dans l'orchestre de chambre à Kehl, même à Noël. Et elle est engagée dans des associations caritatives de la ville. Le docteur Karl Rosenthal, engagé volontaire pendant la Première Guerre mondiale, avait été blessé. Il avait de ce fait honoré par la médaille militaire, la Croix de Fer. Les Rosenthal se croyaient et se sentaient citoyens allemands de confession juive. Quand ils parlaient de nous, ils parlaient de la démocratie de Weimar. Ils avaient l'amour de la patrie, parfois même chauviniste. C'était la perspective de l'histoire allemande, même contre Napoléon, et surtout la culture allemande, la culture de Goethe et de Beethoven. Donc c'était une famille comme beaucoup d'Allemands qui se sentaient profondément allemands. Ils ont eu deux fils. L'un s'appelait Klaus, c'est celui dont je vous ai montré le portrait adulte, et l'autre Gert, dont je n'ai pas fait le portrait, mais qu'on voit en photo quelque part. Je ne sais pas, il est dans la classe là? Non, tout à l'heure. On le verra tout à l'heure. Et Klaus était l'aîné, il était né en 1924, et son frère Gert était né en 1927. Leur père était très reconnu, donc c'était un médecin bien installé qui avait une vie facile, harmonieuse, et les enfants grandissaient bien dans cette harmonie bourgeoise et assez libérale. Jusqu'en 1933, les enfants ont vécu dans cette atmosphère qui décrivait comme une enfance agréable et insouciante à Kehl. Pourtant, déjà en 1931, le conseil municipal de Kehl a retiré le statut de médecin scolaire au père des deux enfants. Donc il n'a plus pu être médecin scolaire à partir de là. Mais les enfants ne se sont pas rendus compte de ce que ça changeait dans leur vie. Ils allaient à l'école, donc Klaus comme Gert sont tous les deux allés à l'école élémentaire. Et à l'école élémentaire, là je vous montre les autres portraits des deux personnes qui étaient à l'école élémentaire. Donc il y a Fritz Wertheimer, un de leurs amis, qui était là, dont je vous parlerai tout à l'heure. Et l'enseignant, c'était Lazarus Mannheimer, qui était l'enseignant à l'école élémentaire. Donc Lazarus Mannheimer était à la fois le Chazan. Donc Chazan, ça veut dire en hébreu le chanteur de la synagogue. Donc c'est celui qui faisait ministre officiant, qui faisait les offices à la synagogue. Donc il avait des fonctions publiques et des fonctions religieuses. Il était à la fois le Chazan, donc le président de la communauté juive, l'enseignant dans l'école, et il était aussi conseiller municipal et membre du parti politique conservateur allemand, mais démocrate. Pour lui, comme pour tous les juifs en Allemagne, l'année de 1933 a été l'année de rupture. Du 1er au 8 avril 1933, il a été interné en détention préventive, donc pendant une semaine. Ensuite, il a perdu son poste d'enseignant. Et ensuite, il y avait la loi de 1933, il y avait un paragraphe dans cette loi qui s'appelait le paragraphe arien, qui signifiait que, en tant que non-arien, donc en tant que juif non-arien,
il perdait le statut de conseiller municipal et il perdait aussi la fonction d'enseignant. Comme la plupart des Juifs de Baden, donc de la région, Lazarus et sa femme ont été déportés au camp de Gurs, en zone libre en France, le 22 octobre 40. Et le 7 août 42, ils sont transférés par Drancy, ils sont transférés à Auschwitz, où ils ont été assassinés dès leur arrivée. Tous les Juifs allemands n'ont pas eu le même destin. Pour vous signifier le destin des autres familles, ça c'était la famille Mannheimer. Pour la famille Rosenthal, ça a été à partir de 1933 aussi une période difficile. L'État nazi a interdit à Karl Rosenthal, au père, d'exercer sa profession de médecin. Sa femme a démarré une dépression. Klaus, donc l'aîné des enfants, qui était un excellent élève à l'école secondaire, recevait régulièrement des prix à la fin de l'année. À partir de l'année 1933, les Juifs n'avaient plus le droit d'avoir de prix à l'école. C'est important de relever que tout le monde n'était pas en accord avec ça. C'est-à-dire qu'il y avait des élèves qui se sont manifestés contre cette décision, qui trouvaient anormal et injuste que parce qu'il était juif, il n'avait plus le droit de recevoir des prix. Il y a aussi un conseiller municipal qui s'est élevé contre ça. Son frère, donc Gert Rosenthal, lui, il était encore à l'école élémentaire. Et donc son meilleur ami était Fritz Wertheimer, que vous voyez sur les écrans à droite, qui est un des portraits que je vous ai montré tout à l'heure. Pour vous raconter le destin de la famille Fritz Wertheimer, Fritz Wertheimer était le neveu de l'enseignant Lazarus Mannheimer. Et son papa était marchand de bestiaux et boucher, cachère. Et eux, ils ont eu la chance d'échapper à la déportation. Alors, en 1938, le 9 novembre 1938, et Friedrich va vous en parler mieux, il y a eu un énorme pogrom qui s'est appelé, qu'on a surnommé la nuit de cristal. Après cette nuit de cristal, les hommes entre 18 et 60 ans ont été déportés pendant quelques semaines ou 2 mois, à peu près dans cette période-là, à Dachau, en tout cas pour ceux de Baden. Et monsieur Wertheimer, Julius Wertheimer, le père de Fritz, a été déporté à Dachau. Et quand il est revenu de Dachau, il était très abîmé physiquement. Il a eu une insuffisance rénale chronique, donc son rein ne fonctionnait plus bien. C'est quelque chose dont il a gardé des séquelles toute sa vie et dont d'ailleurs il va mourir. Plus tard, beaucoup plus tard. Et ayant subi tout ça, il s'est dit il faut qu'on quitte l'Allemagne. Donc ils sont partis en Argentine à ce moment-là et ils ont fait le reste de leur vie en Argentine où Fritz est décédé en 2009. C'est ce qui leur a permis d'éviter la déportation. Sur cette photo que vous voyez, devant, à droite, il y a Klaus Rosenthal. Vous le voyez, en souriant. Voilà. Bon, prochain, s'il vous plaît. Le 1er avril 1933, jour du prétendu boycott des Juifs, la SA, Sturmabteilung. Elle est dans l'autre sens, s'il te plaît. Pardon? Les photos, Ah, les photos. Voilà. Retour. Voilà. La SA et la police empêchèrent les patients d'accéder au cabinet situé dans la Hauptstraße. Le docteur Karl Rosenthal fut placé en garde à vue, en allemand Schutzhaft, arrestation de protection, du langage des nazis, pendant 3 jours. L'exclusion sociale et professionnelle provoqua le déclin social de la famille. En 1936, on interdit à Karl Rosenthal d'exercer comme médecin. Il dut s'appeler guérisseur, en allemand Heilbehandler. En octobre 1938, il perdit son statut de docteur en médecine. De ce fait, il fut privé des revenus. La violence de la Reichskristallnacht, le 9-10 novembre 1938, à Kehl, lui fut épargnée puisqu'il avait alors quitté Kehl pour un court voyage à l'étranger, ce qui était encore possible dans certains cas. Voilà. La Reichskristallnacht. Rappelons ce que ce fut la Reichskristallnacht, prémisse de la Shoah. Ce pogrom a été présenté par les responsables nazis comme une réaction spontanée de la population à la mort de Ernst vom Rath,
un secrétaire de l'ambassade allemande à Paris, grièvement blessé 2 jours plus tôt par Herschel Greenspan, un jeune juif polonais d'origine allemande. En réalité, cette tentative d'assassinat ne fut qu'un prétexte. Le pogrom avait déjà été ordonné par le chancelier du Reich, Adolf Hitler, organisé par Joseph Goebbels et commis par des membres de la Sturmabteilung SA, de la Schutzstaffel SS et de la jeunesse hitlérienne, soutenus par la Sicherheitsdienst, la Gestapo et d'autres forces de police. Sur tout le territoire du Reich, près de 200 synagogues furent détruites, des cimetières juifs profanés, des commerces et entreprises gérés par des juifs furent saccagés, une centaine de juifs furent assassinés. Près de 30 000 furent déportés en camps de concentration. Au total, le pogrom du novembre 1938 causa la mort de 2000 à 2500 personnes. J'ajoute, sous les yeux de tout le monde. Pour la plupart, les survivants furent relâchés des camps dans les 3 mois qui suivirent, mais durent s'engager à quitter l'Allemagne. De fait, la nuit de cristal entraîna une accélération de l'émigration des Juifs d'Allemagne. Ce pogrom fut un tournant essentiel dans la persécution des Juifs par l'Allemagne nazie, dont le point culminant fut la tentative d'annihiler les Juifs d'Europe. Et que se passa-t-il à Kehl? 4 kilomètres de l'autre côté d'ici. Vers 3 heures du matin, le 10 novembre 1938, le chef de la Gestapo de Kehl, Julius Gero, plus tard il était chef de Gestapo de Strasbourg, qui résidait dans la maison de Lort, que vous connaissez, reçut l'ordre de prendre des mesures contre les Juifs. Il ordonna la destruction de la synagogue de Kehl et l'arrestation de tous les hommes juifs âgés de 16 à 60 ans. Dès 6 heures du matin, des groupes de commandos de la Gestapo SS et la police saccagèrent les maisons des Juifs. Les hommes juifs furent arrêtés, emmenés à la Gestapo, qui résidait dans une villa près du pont de l'Europe, la villa Fingado, pour y subir des interrogatoires de violence. Ils furent ensuite conduits en groupe jusqu'à la Stadthalle en leur infligeant humiliation, coups de poing et coups de pied. À chaque croisement de rue, ils durent entonner des chants « Nous avons trompé le peuple allemand et nous sommes coupables de l'assassinat à Paris. » Puis, ils durent se cracher dessus. On libéra certaines classes d'élèves, on libéra même certaines classes d'élèves pour leur permettre d'assister à l'événement. Devant la Stadthalle, quelques passants tentèrent de s'opposer, mais ils furent immédiatement menacés. Le curé Léopold Walter tenta vainement de protester auprès du préfet. Les Juifs partirent à pied vers la gare, ensuite vers la soirée. On peut s'imaginer le cortège des Juifs comme sur ce tableau qui a peint Francine. Ils furent à nouveau humiliés et battus. Ils furent tous envoyés par train vers le camp de concentration de Dachau. L'année 38 a été une nouvelle rupture. Il y a eu, donc 33, c'était le début du moment où tout a basculé pour les Juifs. Et l'année 38, ça a été l'année des séparations pour la famille Rosenthal. Klaus, l'aîné, a été envoyé en France, à Montbéliard, dans un collège, parce que ses parents l'imaginaient plus en sécurité en France. Karl Rosenthal, le père, avec sa femme Olga et leur dernier fils, donc Gerd, sont partis à Mannheim, chez de la famille, chez le frère d'Olga, parce que comme ils n'avaient plus d'emploi, ils imaginaient pouvoir trouver un emploi dans un hôpital juif à Mannheim, en tant que juif. Et ils ont demandé pour leur fils, à ce que leur fils soit sauvé dans ce qu'on appelle des Kindertransports.
Les Kindertransports, c'est quelque chose qui s'est mis en place à partir de 1938. Un comité britannique, voyant ce qui s'était passé, voyant la Reichskristallnacht, donc cette pseudo-nuit de cristal, ce pogrom, ce comité britannique qui regroupait à la fois des juifs et des non-juifs a décidé qu'on ne pouvait pas rester indifférent à ce qui se passait, qu'il fallait absolument que le gouvernement britannique réagisse. Et donc ils ont demandé au gouvernement britannique de recevoir les réfugiés. Ça fait penser à des choses qui se passent actuellement quand il y a des réfugiés qui arrivent chez nous. Et donc il a demandé de le recueillir et le gouvernement britannique a fini par céder sous la force de l'opinion publique, mais il a mis 3 conditions à ça. La première, que ce soit uniquement des enfants et pas d'adultes, des enfants de moins de 17 ans, en provenance d'Allemagne et des territoires occupés par l'Allemagne, c'est-à-dire l'Autriche et les Sudètes. La deuxième condition, c'était des conditions financières. Ils ont demandé que les coûts de l'éducation et du quotidien soient pris en charge et que des gens s'engagent, des particuliers ou des organisations s'engagent à financer. Et la troisième, c'est qu'ils s'engagent aussi à faire émigrer à leurs frais ces enfants ultérieurement vers d'autres pays. Alors, ces Kindertransports, ils ont duré jusqu'en 1939, au moment de la déclaration de guerre. Il y a 10 000 enfants qui ont ainsi pu être sauvés, d'Allemagne, d'Autriche, de Pologne, de Tchécoslovaquie. Ils ont été accueillis en Grande-Bretagne, ils sont venus par train, au départ de Berlin, de Vienne, de Prague. Ils sont passés par un port en Belgique ou un port aux Pays-Bas, et ils sont arrivés à Harwich. Après, ces enfants sont restés pour une partie en Angleterre, d'autres sont partis aux États-Unis, certains en Australie, comme vous le verrez dans la famille Rosenthal. Ils étaient reçus dans des familles d'accueil ou dans des colonies de vacances où ils restaient temporairement le temps de trouver une nouvelle solution. Pour la famille Rosenthal, donc, qu'est-ce qui s'est passé pour Gert? Ce qui est particulièrement touchant, c'est que 2 jours après avoir fêté son 12e anniversaire, Gert, donc le 20 juillet 1939, il a quitté ses parents, il est parti dans un Kindertransport vers l'Angleterre. Alors je reprends là quelques paroles de ce qu'il a écrit. « Je suis arrivé en Angleterre après mon anniversaire, ce qui n'était pas le plus beau dans ces circonstances. Cependant, dans une certaine mesure, l'excitation du long voyage et la rencontre de 200 compagnons de voyage ont compensé l'expérience traumatisante pour moi de devoir laisser mes parents derrière moi. Ça a été très très dur pour lui de se séparer de sa mère. Il a dû s'adapter, comme on l'imagine pour tous les enfants, à un monde tout à fait nouveau, une autre langue, un autre pays, d'autres habitudes. Les parents d'accueil étaient adorables, mais ça a quand même été un drame terrible, d'autant qu'il n'a plus pu avoir de contact avec ses parents à partir de la déclaration de guerre, ils n'ont plus pu communiquer par courrier. Et quant à ses parents adoptifs, ce qui a amplifié au départ les choses, c'est que c'était des gens qui faisaient partie d'une communauté chrétienne évangélique qui s'appelait la Christa Delphia, et leur habitude c'était l'évangélisation. C'est ainsi que Gert a reçu une nouvelle éducation religieuse, il est devenu chrétien, il a été baptisé en 1944. Oui, attendez, encore. Voilà, cette photo que vous voyez ici, Gert avec sa mère, Gert sur les genoux de sa mère. Cette photo a été prise lors de son 12e anniversaire. 2 jours après, il a dû partir. Il faut s'imaginer ça. Voilà, s'il vous plaît, le prochain. Alors, en janvier 1938, face aux menaces croissantes, Klaus fut envoyé dans un collège à Montbéliard. D'après ses propres mots, ses parents voyaient plus loin. Mais il dut quitter le collège du fait du manque des moyens financiers de ses parents. Il changea de prénom et choisit Nicolas. Un prénom beaucoup plus français. En mai 1939, il s'inscrivit à l'école juive Hort à Paris. Il travaillait en même temps en tant qu'apprenti mécanicien, mais avec le début de la Seconde Guerre mondiale, l'école ferma ses portes. Il a dû quitter Paris et il est allé en Normandie, où il fut hébergé comme ouvrier agricole par une famille de paysans au grand cœur. De janvier 1940 jusqu'en juin 1942, il se mit à écrire un journal dédié à ses chers parents. Et
c'est dans ce livre-là. Après l'armistice en juin 1940, il revint à Paris, âgé à peine 16 ans. Il travaillait dans une fabrique de chapeaux, mais stigmatisé en tant que juif étranger, sans permis de travail. Il retourna à la campagne et travaillait dans une exploitation agricole près de Caen. L'école Hort rouvrant ses portes en octobre, il y retourna cette fois avec un permis de travail et travaillait comme chapelier. Sur cette photo, vous le voyez à droite sur un chapeau qu'il a fabriqué lui-même. Le 22 octobre 1940, les Gauleiter Robert Wagner, Baden-Elsass, et Joseph Bürgel, Saar-Palatinat, déportèrent 6500 juifs dans la zone libre malgré la protestation de Vichy. Le gouvernement de Pétain les transféra, entre autres, au camp de Gurs. Et Klaus apprit que sa famille y avait été déportée. Ses deux grands-mères, toutes les deux, âgées plus de 80 ans, y étaient décédées du fait des conditions inhumaines qui y régnaient. Rappelons qu'au début de la Deuxième Guerre mondiale, le gouvernement français créa plus de 100 camps d'internement, par exemple les Milles, le Vernet et d'autres, et interna les ressortissants étrangers des pays en guerre contre la France. Gurs, dans les Pyrénées-Atlantiques, fut le plus grand. Après l'armistice du 22 juin 1940, ce camp fut un camp d'internement pour les Juifs de toute nationalité, hormis française, capturés et déportés par le régime nazi dans des pays sous son contrôle. Environ 64 000 personnes y furent internées dans des conditions inhumaines. 1072 y moururent. Retournant à Paris. En juillet 1942, des rumeurs de raflée imminente l'incitèrent à fuir Paris occupé. Grâce à des faux papiers, Klaus passa en France non occupée avec un de ses copains et rejoignit, après 4 années de séparation, ses parents, qui avaient été transférés de Gurs au camp de Rivesaltes. Donc le père, Karl Rosenthal, se retrouvait donc au camp de Rivesaltes et tous les jours, il partait travailler dans un groupement de travailleurs étrangers qui partaient travailler dans le camp de Barcarès. Et il pouvait tous les week-ends revenir le samedi à Rivesaltes où sa femme était restée. Et il entendit à ce moment-là que les gendarmes du régime de Vichy commençaient à établir des listes de déportés, enfin d'interner qui étaient dans le camp de Rivesaltes et dans le camp de Gurs et qu'ils envisageaient de les transférer dans des camps d'extermination. Son fils, Nicolas, qui venait d'arriver, donc lui sur place, a obtenu la possibilité d'accompagner son père à Barcarès aussi. Et fin juillet, pour protéger leur famille, parce qu'on s'est engagé à éviter à leur propre famille d'être déportés, ils se sont à ce moment-là engagés volontairement dans un nouveau groupe de travailleurs étrangers à Île-sur-Tête, à 30 minutes de Perpignan. Donc c'était en échange du fait qu'on garde la vie sauve et qu'on n'extermine pas leur famille. Cependant, c'était une fausse promesse. Et fin du mois d'août, la famille a été transférée à Drancy. Et le 11 septembre 1942, donc, ils ont été tous déportés par le convoi 31 vers l'Est. La maman a été assassinée à Auschwitz. Le papa a, à ce moment-là, commencé à travailler dans divers camps en tant que médecin de camp. Et dans le camp de Graditz, où il a été, il est devenu médecin responsable des maladies du typhus. Alors, Nicolas, ou sur ce papier-là, encore Klaus, numéro 725-86, le chiffre qui a donné son identité nazie, survécu.
Gravement marqué, il fut astreint au travail en Silésie. En janvier 1944, il contracta le typhus comme 25 hommes de son commando. C'est alors qu'on les ramène tous à Greditz, où il retrouva son père qui le soigna. Le 27 janvier 1944. Le 27 janvier 1944. Il put ainsi fêter ses 20 ans avec lui. Mais son père contracta à son retour le typhus et mourut le 26 mars dans ses bras. Ses derniers mots furent « Plus jamais l'Allemagne. Tu m'entends? Plus jamais. » Nicolas, à peine guéri, fut alors ramené dans les camps de Faulbrück et de Langenbielau, Haute-Silésie, où il fut libéré le 8 mai 1945 par les troupes soviétiques. Il rentra aussitôt en France grâce à une organisation humanitaire française, mais il resta à Strasbourg pour attendre sa mère, dont il ignorait l'assassinat. Le prochain slide. C'est alors qu'il retrouva par hasard une amie d'enfance de Kehl, Margot Weil, qui habitait auparavant dans la Rheinstraße à Kehl. Margot avait survécu au camp d'Auschwitz et de Theresienstadt. Ils sont tombés amoureux, ils se marièrent, quittèrent Strasbourg pour Paris. Leur fille Sylvie naquit en 1950 et à Paris, Nicolas travaillait le jour et le soir, il suivait des cours. En 1952, ils ont quitté Strasbourg et ils sont partis à Buenos Aires. Et il est devenu photographe puis employé de bureau. Et puis en 1977, il a perdu sa femme. Tout son amour s'est tourné vers sa fille Sylvie, qui était devenue médecin, comme le grand-père. Et elle aussi est décédée en 2011, et il lui resta que sa petite fille Tamara, elle aussi médecin, et sa deuxième épouse, Lucie. Malgré la demande de son père, Nicolas décida de ne pas rompre les relations avec l'Allemagne. Il garda le contact avec Anna, originaire de Freudenstadt, ancienne employée de maison de ses parents, et l'assistante médicale de son père. Il se créa même de nouveaux amis. Il retourna 2 fois en Allemagne, en 2000 pour la présentation de son livre Haggadah, voilà. Puis en 2012 pour la pose des Stolpersteine. Bon, on retourne et vous voyez ici Nicolas avec sa deuxième épouse Lucie et le maire de Kehl, l'ancien maire de Kehl, Dr Petri. Et ici une photo, non, retournez encore une fois, à droite, une photo de Klaus ou Nicolas avec Lucie devant les Stolpersteine de sa famille. Et en bas la photo des Stolpersteine avec une rose rouge. Juste pour vous expliquer le titre du livre et ce qu'est le livre qu'a écrit Nicolas Rosenthal. Il a écrit un livre qui s'appelle la Haggadah des 20 Jahrhunderts. Ça veut dire la Haggadah du XXe siècle. Alors pour ceux qui ne sont pas juifs, on va expliquer juste que c'est le symbole de du titre de ce livre. Il a appelé ça la Haggadah comme la Haggadah qui est ce qu'on lit, ce que les juifs lisent les 2 soirs de Pâques, les 2 premiers soirs de Pâques, au moment d'une réunion et d'une fête qui s'appelle un Seder. Donc à ce moment-là, on lit l'histoire de la sortie d'Égypte, comme pour la revivre. Et lui, il a appelé son livre la Haggadah du XXe siècle. Il raconte l'histoire des Juifs en Allemagne à travers les 1000 années qui sont passées jusqu'au moment de l'extermination des Juifs. Et pour lui, c'est important. Il a nommé ce livre, il a mis un sous-titre à ce livre qui est important pour nous aujourd'hui, et pour vous les jeunes aussi aujourd'hui, Ein Vermächtnis. Ça veut dire un testament. Ce qu'il voulait dire, il voulait dire par là que c'était un testament qu'il nous fait. Ça veut dire que c'est un testament pour nous tous avec un impératif qu'il écrit dedans. Il écrit en hébreu, n'oubliez jamais,
ça veut dire en hébreu, Zecher Litziat Mitzroim, c'est ce qu'on dit normalement dans la Haggadah, c'est-à-dire souviens-toi de la sortie d'Égypte, ça veut dire, c'est ce que ça signifie. Et lui dit Zecher Litziat Auschwitz, souviens-toi de la sortie d'Auschwitz. Et pour lui, c'est essentiel que le souvenir ne doit jamais disparaître et qu'on est tous porteurs de cette mémoire et qu'on doit continuer, d'autant plus par rapport à l'antisémitisme qui renaît aujourd'hui. Bon, pour terminer l'histoire de Gert, parce que là on a fini l'histoire de Klaus, Gert, lui, donc il était avec sa famille, ils sont partis en Australie. En Australie, il s'est marié une première fois, il a perdu sa femme rapidement. Je dis n'importe quoi, pardon. Il était en Angleterre, il s'est marié une première fois, c'est seulement après qu'il est parti en Australie. En Australie, il est devenu prédicateur et missionnaire pour la communauté Christadelphia. Et son second mariage a été très court, puisqu'elle est aussi décédée. Et la fille de sa seconde épouse est venue aussi à Kehl. Et c'est pour dire l'importance de ces Stolperstein, c'est que ça a permis de réunir la famille, parce que les familles étaient totalement séparées. Et elle est venue à Kehl pour la pause des Stolperstein, et elle a rencontré Klaus à ce moment-là. Lui est décédé, donc Gert, qui s'est appelé Jim, quand il a aussi changé de nom, est décédé à 90 ans en 2017. Les deux frères Klaus et Gert, ou Nicolas et Jim, ne se rencontrèrent que 2 fois dans leur vie. En 1997, lors du 70e anniversaire de Gert, et en 1999, lors du 75e anniversaire de Klaus. Ils ne purent communiquer qu'entre eux qu'en anglais. Gert ne comprenait plus sa langue maternelle et la sculpture de Tamara que vous voyez ici sur la photo, Tamara, la petite fille de Nicolas, montre symboliquement le destin des deux frères. Ils survécurent nus et accablés par un cruel destin. Sans parents, ils se perdirent de vue, mais le regard de Klaus vers le ciel, Tamara veut symboliser l'impératif du souvenir, de l'espérance et la foi. Merci.